Bonjour et bienvenue à ce webinaire CSTC sur l'isolation par l'intérieur des murs existants. Mon nom est Antoine Tilmans et je travaille dans le laboratoire hygrothermie. Tout d'abord, pourquoi le thème de l'isolation par l'intérieur? Dans le contexte actuel, la rénovation énergétique à grande échelle est indispensable. Et dans ce cadre, l'isolation par l'intérieur présente un grand potentiel d'application. Mais cette technique comporte aussi un certain nombre de risques. L'objectif de cette formation en ligne est de vous permettre de comprendre et donc de gérer ces risques en vous exposant les principes de base qui sont d'application pour l'isolation par l'intérieur. Pour ce faire, la présentation est divisée en 3 parties. Nous verrons tout d'abord quand l'isolation par l'intérieur est indiquée. Ensuite, je vous exposerai quelques points d'attention. Et finalement, je vous présenterai l'approche globale qu'il faut suivre pour isoler par l'intérieur et je vous donnerai quelques références de publications qui vous permettront d'aller plus loin. Les réglementations de performance énergétique, qui sont d'application depuis plusieurs années, assurent maintenant que tout bâtiment neuf est très économe en énergie. Mais pour les bâtiments existants, la consommation est encore souvent très élevée. Une amélioration significative de l'isolation thermique de ces bâtiments existants est indispensable et demande une isolation des murs extérieurs, ce qui peut se faire de différentes manières. Une possibilité, lorsqu'on est en présence d'un mur creux non isolé, est de réaliser une post-isolation en insufflant un isolant dans la coulisse. Cette technique est éprouvée et elle permet d'améliorer significativement l'isolation de manière rapide et bon marché. Une autre possibilité est d'isoler les murs par l'extérieur. La technique est plus coûteuse, mais elle permet d'atteindre des niveaux d'isolation très élevés. Mais dans bien des cas, ces deux techniques ne sont pas applicables. La majorité des bâtiments existants présentent en effet des murs massifs. Le remplissage de la coulisse n'est donc bien sûr pas envisageable. Et l'isolation par l'extérieur non plus n'est pas toujours applicable. Notamment, lorsqu'on a une façade de grande valeur architecturale ou patrimoniale, seule l'isolation par l'intérieur permettra de conserver l'esthétique de la façade. Par ailleurs, il arrive que l'espace disponible sur la voie publique ne soit pas suffisant pour permettre la pose d'un isolant du côté extérieur. L'isolation par l'intérieur est alors également dans ce cas la seule solution envisageable. Finalement, certaines façades qui présentent de nombreux détails architecturaux ou des balcons seront plus facilement et plus efficacement isolés par l'intérieur que par l'extérieur. Lors d'une isolation par l'intérieur, l'apparence extérieure est conservée, ce qui est un avantage dans de nombreuses situations. Il est également possible de mettre en place des épaisseurs d'isolant importantes et donc d'atteindre un haut niveau d'isolation. Mais cela se fera bien sûr aux dépens du volume intérieur, ce qui peut présenter un inconvénient pour des bâtiments de faible surface. De plus, un certain nombre de risques sont créés ou aggravés par l'isolation intérieure. Pour comprendre ces risques, nous allons maintenant voir l'impact que la pose d'une isolation intérieure a sur les murs existants. Supposons qu'on veuille isoler par l'intérieur ce bâtiment. On se rend bien compte que l'isolation sera potentiellement interrompue en de nombreux endroits, comme au niveau de la rencontre des murs intérieurs avec la façade, des jonctions entre la façade et le plancher, et des raccords avec les fenêtres. À ces endroits, on peut avoir en hiver une température localement plus basse qu'en partie courante, et par conséquent, un risque de condensation et de développement de moisissures sera présent. Lorsqu'on isole un mur par l'intérieur, on constate également que la maçonnerie existante devient plus froide. Le séchage de cette maçonnerie va dès lors se produire plus lentement, et elle deviendra plus humide que lorsque le mur n'était pas isolé. Il faut donc être attentif au risque de dégâts de gel qui peut devenir critique si la maçonnerie n'est pas suffisamment résistante. Également, tous les éléments en bois présents dans la maçonnerie se retrouveront dans des conditions d'humidité plus critiques qui pourraient causer leur pourrissement. C'est le cas notamment des encastrements des poutres de plancher. Un dernier point d'attention est lié au fait qu'un risque de condensation interne entre l'isolant et le mur existant apparaît après la pose de l'isolation intérieure. Nous avons parcouru différents points d'attention, mais comment pouvons-nous en tenir compte et gérer les risques? Eh bien, premièrement, il faudra vérifier si l'isolation par l'intérieur est applicable à l'aide d'une méthode de diagnostic. Si c'est le cas, ou après remédiation de certains défauts, il faudra correctement concevoir le système pour limiter les risques. Pour cela, il faudra s'assurer que l'humidité arrivant dans la construction est limitée.
Cette humidité peut aussi bien venir de l'environnement intérieur du mur, suite à l'occupation du bâtiment, que de l'extérieur. Commençons par l'humidité provenant de l'extérieur. Elle est principalement apportée par la pluie, mais elle peut également trouver son origine dans d'autres sources. La pluie ayant une influence importante, voyons ce qui détermine l'exposition à la pluie des murs extérieurs. L'exposition à la pluie dépend de différents paramètres. Tout d'abord, l'orientation. En Belgique, la pluie battante est la plus élevée pour les orientations allant du sud à l'ouest. Une façade orientée sud-ouest présentera par exemple une exposition à la pluie beaucoup plus élevée qu'une façade nord. La composition du mur extérieur aura également de l'influence. Un enduit ou un mur en béton coulé présenteront une absorption d'eau beaucoup plus faible qu'une brique apparente, ce qui limitera les apports d'humidité dans le mur. Également, des éléments de protection tels qu'un débord de toiture ou des balcons limiteront l'exposition à la pluie de la façade. Finalement, la hauteur du bâtiment aura également une influence sur l'exposition à la pluie. Les bâtiments de grande hauteur sont en effet plus exposés au vent et donc à la pluie battante. Supposons que cette analyse montre une exposition à la pluie élevée. L'isolation par l'intérieur sera peut-être tout de même envisageable, mais le risque d'humidification excessive est plus élevé, et dans certains cas, cela sera problématique. Si on a affaire par exemple à une maçonnerie mince ou absorbante, le risque de pénétration d'eau de pluie vers l'intérieur sera élevé. Dans le cas de poutres en bois encastrées dans la maçonnerie, un grand risque de pourrissement du bois sera à prendre en compte. Et finalement, si on a affaire à une maçonnerie gélive, le risque sera grand d'avoir une dégradation de la situation après isolation. D'autres sources d'humidité existent également, telles que l'humidité ascensionnelle ou les fuites d'eau dues par exemple à des descentes défectueuses ou à des infiltrations au niveau des raccords avec les fenêtres. Il est évidemment primordial de résoudre ces problèmes avant la pose de l'isolation. Nous venons d'examiner l'humidité provenant de l'extérieur, mais l'humidité dans le mur peut également provenir de l'intérieur. À l'intérieur des bâtiments, suite à leur occupation, on a généralement un air chaud et humide. Entre l'isolant et le mur existant, on a en situation hivernale une température relativement basse, capable de provoquer la condensation de l'air intérieur qui arriverait dans cette zone. Deux phénomènes peuvent causer cette humidification par condensation interne. Soit un déplacement de l'air, on parle alors de convection, soit une diffusion de la vapeur d'eau présente dans l'air au travers de la construction vers le plan de condensation, sans forcément avoir un déplacement. Dans tous les cas, le risque de condensation interne est plus élevé lorsque le climat intérieur est plus humide. Dès lors, il est primordial de prévoir une bonne stratégie de ventilation pour garantir un climat intérieur suffisamment sec et sain. Abordons maintenant les risques liés au déplacement d'air. Si l'étanchéité à l'air de la construction n'est pas suffisante, l'air intérieur pourra s'infiltrer vers l'extérieur ou éventuellement circuler autour de l'isolant. Dans les deux cas, de l'air chaud et humide arrivera en contact avec une surface froide à l'arrière de l'isolant et une condensation se produira. Ce manque d'étanchéité à l'air ne causera pas seulement des problèmes d'humidité, mais pourra également avoir un impact énergétique non négligeable. Il est donc crucial d'assurer l'étanchéité à l'air du système, par exemple à l'aide d'un enduit ou d'une membrane par vapeur. Cette étanchéité à l'air doit être assurée en partie courante, mais également au niveau des jonctions sur le pourtour de l'isolant, ou au niveau des détails. Par ailleurs, on évitera au maximum le percement du pare-vapeur, par exemple en prévoyant un espace technique pour le passage des conduites. Et finalement, pour éviter la rotation d'air autour de l'isolant, il est important d'assurer un bon contact entre l'isolant et le mur. Supposons que la construction ait été réalisée de manière parfaitement étanche à l'air. Eh bien, il est encore possible que l'humidité rentre dans la construction par diffusion de vapeur. Si on agrandissait fortement un matériau isolant, on pourrait voir qu'il est composé d'une multitude de pores dans lesquels la vapeur d'eau peut se déplacer plus ou moins facilement. La quantité de vapeur d'eau qui peut se déplacer ainsi dans la construction dépend notamment de la résistance à la diffusion de la vapeur des matériaux et de leur épaisseur. Pour éviter la condensation interne suite à cette diffusion de vapeur,
deux solutions sont généralement proposées. La première solution consiste à utiliser un système qui freine la diffusion de la vapeur. Le système va dans ce cas limiter la quantité de vapeur qui peut diffuser dans la construction et ainsi éviter la condensation interne. La résistance à la diffusion de la vapeur peut être apportée par l'isolant lui-même s'il est lui-même fermé à la diffusion ou par l'ajout d'un pare-vapeur dans le cas contraire. Une deuxième possibilité est de faire usage d'un isolant capillaire actif. Dans ce cas, l'isolant lui-même est ouvert à la diffusion, mais il a la capacité de stocker et de répartir l'humidité par capillarité dans ses pores. Vous trouverez plus d'informations sur le dimensionnement et les points d'attention de ces deux systèmes dans les articles mentionnés en fin de présentation. Nous avons vu comment limiter les apports d'humidité par l'extérieur et par l'intérieur. Il reste maintenant une dernière étape pour réaliser une isolation par l'intérieur, efficace et durable. Il s'agit du traitement des détails. Je vous ai déjà montré cette figure au début de la présentation pour illustrer le fait que l'isolation intérieure était souvent interrompue. Pour cette raison, il est primordial pour obtenir un bon niveau d'isolation globale de prévoir des retours d'isolant, par exemple au niveau des murs intérieurs. Cette pratique permet également de réduire le risque de condensation superficielle et de développement de moisissures au niveau de ce détail. Également, au niveau des jonctions avec les fenêtres, il est important d'assurer la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air et à la vapeur. Ces jonctions sont souvent présentes en grand nombre et leur mauvais traitement peut fortement diminuer l'efficacité des travaux d'isolation. Cette présentation vous a donné un aperçu des principes de base de l'isolation par l'intérieur des murs existants. Si vous souhaitez des informations plus détaillées, n'hésitez pas à consulter nos nombreuses publications sur le sujet. Vous les retrouverez facilement dans la partie publication de notre site internet à l'aide des références données ici. Et si vous avez encore des questions sur l'isolation par l'intérieur, n'hésitez pas à contacter notre service avis technique. Pour conclure, je voudrais rappeler les 3 étapes qu'il faut garder en tête lors de tout projet d'isolation par l'intérieur. En premier lieu, il est indispensable de faire un diagnostic approfondi pour juger de l'applicabilité de l'isolation par l'intérieur au bâtiment. Ensuite, il faudra concevoir le système de manière à limiter les risques. Et finalement, il ne faudra pas oublier de bien traiter les détails pour assurer la continuité de l'isolation thermique, mais aussi de l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. J'espère que cette présentation vous aura intéressé et je vous remercie pour votre attention.